Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. On va commencer par une petite, mais t'as raison, je vais me rapprocher, par une petite présentation. Je suis Muriel Igbo-Hassen, je fais partie de l'association Nouveau Cycle et je co-anime aujourd'hui cette conférence avec... Avec Marie-Hélène, je suis bénévole dans l'association et je suis en charge des interventions pour l'asso Nouveau Cycle. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour la conférence Consenti, les sexualités s'explorent. Merveilleux, j'ai réussi à le prononcer correctement. Nous sommes en présence de deux intervenants bienveillants, brillants, passionnants et plein d'autres trucs en mais qu'on ne va pas citer ce matin, quand on pourrait y passer une heure. Vous avez vu comment je suis trop bonne en compliments? Ouais, je sais. I know. Trop bonne tout le temps, c'est vrai. C'est fort juste aussi. On va d'abord faire un petit rappel de cadre de sécurité. On est ici dans un espace safe, ça veut dire un espace de tolérance, d'écoute, de non-jugement, un espace bienveillant. Et on vous demandera de veiller, bien entendu, dans vos questions, car vous allez en poser à un moment donné, à respecter la vie privée de nos intervenantes et de nos animatrices aussi, parce que nous aussi, c'est important notre vie privée quand même. Alors, pour le déroulé de la conférence, tout d'abord, nous allons laisser nos intervenantes se présenter, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Ensuite, on aura des conversations et échanges tous les quatre sur divers sujets qu'on a eu beaucoup de mal à sélectionner parce qu'en fait, on voudrait avoir à peu près 3 jours pour en parler avec eux. Et pour finir, il y aura vos questions et ou témoignages. On a vraiment envie que ce soit participatif et que vous vous sentiez libre d'intervenir. Donc, n'hésitez pas à noter tout ce que vous avez envie de nous dire à la fin, parce qu'il y aura un assez long moment qui sera consacré à ces échanges. Voilà. Alors, Pierre, cher Pierre, merci beaucoup d'être ici. Je vais laisser Marie-Hélène te présenter. Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, Pierre est psychologue clinicien. Il est chargé de t'aider à l'université. Tout un tas de casquettes en fait, du coup j'en dis que certaines. Il pratique les TCC, ce sont des thérapies comportementalo-cognitives, et il est spécialisé en sexualité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est ça. Oui, pas mal de casquettes. Aussi formateur en IFME pour des EduxP. Et voilà, et je travaille parfois en institution auprès de personnes handicapées. Voilà. Et j'ai le compte Sexo-Psycho. Je parle de sexo et de psycho, ce qui était assez facile à trouver. Voilà. Voilà. Je te laisse. Merci beaucoup Pierre. Et puis ensuite, on laisse la parole à Charline Vermont, qui est la créatrice du compte Orgasme et moi, autrice et bien d'autres choses encore. Je la laisse choisir ses mots pour parler d'elle. Toujours le plus simple, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Ouais, ça y est, j'ai un peu l'impression d'être chez moi. J'ai passé 7 heures sur cette estrade. 7 heures, en tout cas hier, ici. Merci pour votre accueil. Effectivement, je suis créatrice du compte Orgasme et moi, praticienne en sexothérapie, formatrice en santé sexuelle et autrice, effectivement, d'un livre qui est affiché en toute discrétion à l'accueil. Voilà. Et ravie de répondre à vos questions. Et que tu dédicaceras après. Ah, bah oui, c'est important de le dire quand même. Et vous avez en plus le privilège de pouvoir l'acheter car il est indisponible partout en France malgré de multiples rééditions. C'est-à-dire les 300 derniers exemplaires du livre sont là-haut. Voilà, c'est tout. Une exclusivité Nouveau Cycle. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'on a envie de parler maintenant de sexualité au pluriel depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par les sexualités au pluriel? Est-ce que c'est dans la façon de pratiquer le sexe? Est-ce que c'est dans les orientations sexuelles? Est-ce que c'est dans autre chose? Qu'est-ce que c'est que les sexualités au pluriel? Vous avez 4 minutes. Bon courage. Allez. Okay. Quand j'entends sexualité au pluriel, j'entends sexualité exprimée par tout le monde, dans le sens où, comme dans plein de sujets en psychologie ou en sociologie ou en santé,
il y a à peu près une manière de voir sa propre représentation par personne. Donc sexualité au pluriel, c'est juste redonner la parole aux personnes pour exprimer leurs propres besoins, leurs propres envies, se réattribuer tout simplement leur corps, leurs envies. Voilà, c'est ça que j'entends dans sexualité au pluriel. Et puis après, du coup, il y a des catégories, des étiquettes pour pouvoir se repérer et pouvoir dire c'est OK, ça existe. Voilà. C'est comme ça que moi je le vois, en tout cas. Ouais, et pour compléter ce que tu dis, c'est non, c'est dire je pratique le BDSM ou le libertinage ou les identités de genre ou les orientations sexuelles. Des fois, on me demande sur le compte pourquoi autant de noms. À quoi ça sert de mettre les gens dans des cases. Et en fait, pouvoir nommer les choses, c'est aussi pouvoir avoir une réassurance, en fait, pouvoir savoir que ça existe, qu'on est légitime à avoir ces envies-là, cette identité-là, ces attirances, ces tropismes. Donc ça ne sert pas à mettre des gens dans des cases, à enfermer. Au contraire, ça sert souvent à libérer les personnes. Là, les sexualités, nous, à la fois avec Nouveau Cycle, aussi vous par rapport à vos comptes et dans le cas de cette intervention, on parle des sexualités certes au pluriel, mais surtout consenties. Est-ce que vous avez 2 mots à rajouter sur ce fameux consenti? Tu veux qu'on joue au même jeu qu'hier? Allez, c'est parti. On fait du théâtre. Alors, juste avant, j'aimerais vous lire une petite définition d'après le Robert. Attention, la définition du consentement, on s'accroche. Consentement non masculin, acquiescement donné à un projet, décision de ne pas s'y opposer. Voilà. Et je trouve que ce serait intéressant d'avoir votre avis sur cette définition par rapport au consentement et la façon dont vous le voyez et quelle est votre définition à vous du consentement. Petit Robert, il est en train de nous dire qui ne dit mot consent. Et ça, c'est quand même très problématique. En tout cas, dans la sexualité, c'est impossible. Qui ne dit mot ne consent pas du tout. Donc voilà, ce sont 2 oui, en tout cas exprimés de manière verbale, non verbale, orale, non orale, qui vont définir le consentement, en tout cas sexuel. Et puis dans la définition, j'ai l'impression qu'il manque la notion de temporalité aussi. C'est qu'il y a énormément de personnes qui justement témoignent du fait d'avoir certainement donné son consentement à un certain temps, mais à un autre temps donné, avoir eu envie de le retirer. Et c'est une grande partie des personnes que je reçois en cabinet. Donc voilà, la définition du coup manque les critères spatiaux et temporels, on va dire. Et très concrètement, par rapport à du coup Charline, on va revenir sur un petit point un peu vocabulaire, on va dire, différence entre thérapie sexuelle, sexothérapie, etc. pour après que tout le monde utilise les bonnes notions. Je pense que ça pourrait être cool. Et après, voir aussi concrètement comment du coup ces différentes sexualités s'illustrent à travers les différentes thérapies. L'évolution, est-ce que vous voyez est-ce que vous avez des couples, des personnes seules? Comment ça s'illustre les différentes sexualités, évidemment au pluriel? Ah oui, alors ensuite, moi je suis praticienne en sexothérapie que depuis quelques mois. Ensuite, c'est un choix. En tout cas, moi, clairement, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent pour me demander si je fais des consultations. Donc, je pratique à distance et j'ai fait le choix. Mais ensuite, c'est vraiment personnel de prendre des couples. Voilà, j'adore les dynamiques de couple et j'adore voir comment, sur le temps, en fait, un couple peut faire des choix pour se renouveler, se reconnecter. Et effectivement, il y a beaucoup de problématiques que j'aborde qui sont de l'ordre de l'ouverture du couple, qui sont de l'ordre de la non-exclusivité, du polyamour, qui sont des notions qui interpellent, qui se posent parfois. Et voilà, et moi, j'interviens pour être une tierce personne, pour venir accompagner le couple dans un cadre safe, pour pouvoir poser ces choses-là et voir ce qui est possible de faire dans le respect de tout le monde. Moi, dans mon cadre, du coup, parce que avant tout psychologue clinicien, je reçois toutes les pathologies qui touchent à la psyché. Et donc, c'est vrai que je reçois surtout des patients et des patientes qui sont touchés par des troubles sexuels en général. Ça représente à peu près 80% des demandes en sexo, en tout cas. Très souvent, c'est des demandes qui sont liées soit à des traumas, soit à des épisodes de communication violente ou agressive. Donc, les thérapies de couple, c'est souvent aussi dans cette dynamique-là. C'est très difficile d'avoir des personnes qui viennent en première intention pour des troubles à deux. Très souvent, c'est la personne consulte seule.
Et on conduit la personne à se dire, est-ce que la prochaine fois, on ne peut pas faire venir votre compagnon, votre compagne, pour essayer de rendre un petit peu plus sécure l'environnement du couple et la sexualité. Donc, on doit avoir tous les aspects d'une même sphère, toi et moi, je pense. Et puis aussi, juste pour ajouter, je pense qu'on est dans un pays où la santé mentale est très peu valorisée. C'est vraiment le parent pauvre de la santé de manière générale. La santé sexuelle, elle fait partie, voilà, partie de la santé mentale en grande partie. Et on se retrouve, alors moi je vais parler en mon nom en tout cas sur Orgasme et moi, avec énormément de personnes qui posent des questions où on sait très bien que je ne vais pas pouvoir en DM Instagram en 4 lignes pouvoir faire un job que ferait une personne voilà, comme un psychologue comme Pierre ou comme moi en sexothérapie. On ne peut pas répondre à ces demandes en 3 lignes. Et en fait c'est vraiment, j'espère, le début d'une ère, d'une période où on va prendre conscience de l'importance de prendre soin de sa santé. Ça veut dire aussi consulter, ça veut dire aussi avoir les moyens de le faire. Quand on a un public qui est jeune, je pense à toutes les personnes mineures, à tous les étudiants, étudiantes qui nous suivent, à tous les jeunes adultes qui sont souvent en situation de précarité, qui nous suivent, se demander en fait comment est-ce qu'on peut permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas les moyens et qui ont clairement besoin d'un accompagnement thérapeutique, de s'épanouir. Moi, je pense que voilà, il y a vraiment des questions de fond à poser aujourd'hui à nos institutions, à nos gouvernants, nos gouvernantes, parce que on peut faire beaucoup mieux et il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Petit écho un peu avec hier, notre journée. À partir de quel âge, si on peut dire, les sexualités s'explorent? Parce que là, tu parlais que des mineurs. Est-ce que vous avez en consultation des mineurs beaucoup? Est-ce que c'est surtout des couples affirmés depuis longtemps? Est-ce que... Moi, en consultation, j'ai tous les âges. La problématique, c'est très souvent passer le seuil d'un cabinet, c'est pas toujours là, évident. Il y a des personnes qui ont même du mal à appeler le coiffeur pour prendre rendez-vous, donc prendre rendez-vous chez le psy, imagine. Mais par contre, dès l'instant où c'est des ados que je reçois, c'est très souvent après un drame ou après un épisode déjà compliqué. Donc celui de la prévention, cet épisode de psychoéducation presque, cet épisode-là arrive souvent déjà très mal, on va dire. Donc évidemment, ça bouge. En 5 ans, j'observe que les gens vont de plus en plus facilement parler de ces sujets. Mais aussi parce que justement, il y a de plus en plus de personnes qui le font, donc ils en parlent à leur entourage, et ainsi de suite. Et puis il y a eu quelque chose qui a vraiment évolué depuis 2017-2018. On sent bien que la santé mentale a pris un tournant où maintenant, ça peut être même valorisé de prendre un temps pour s'occuper de soi, s'occuper de trouver des stratégies. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui associent justement la santé mentale aujourd'hui au développement personnel, au fait de trouver des ressources, des stratégies, et donc c'est devenu mieux vu. Et donc les personnes qui avaient des troubles auparavant et qui restaient seules dans leur chambre face à ces sujets-là, aujourd'hui ils les explorent avec les personnes qu'ils jugent safe. Voilà. Alors, je te rejoins, c'est moins stigmatisé, mais par exemple, quand il y a une personne qui vient me parler en DM de problématiques, soit de différences de libido, de pratiques, etc., et que je leur dis, ça serait bien que vous en parliez, et vous pouvez prendre une thérapeute de couple pour en parler. La réponse est non, mais on va pas divorcer, non, mais on va pas se séparer. Il y a quand même un stigma aujourd'hui sur la thérapie de couple, de si on y a recours, c'est que vraiment, en fait, le couple est au seuil de la brisure. Et c'est quand même quelque chose qui, moi, me taraude en me disant, mais c'est fou, c'est-à-dire, pour tous les autres sujets, en fait, on est capable de prendre un temps pour ça, mais là, en fait, il y a comme une forme d'aveu d'échec. Alors qu'en fait, comme tu le dis, moi, j'aimerais aussi qu'au niveau du couple, le stigma soit inversé. C'est-à-dire, en fait, on a envie que ça dure dans le temps, on a envie de prendre soin de notre couple, de même qu'on va réserver un relais château pour fêter notre anniversaire de relation, anniversaire de couple, on va prendre soin de la relation. Et pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec une thérapeute pour prendre soin de son couple et s'assurer que ça dure dans le temps? Voilà. Alors justement, ça fait écho à une question qu'on avait envie de vous poser, Marie et moi, autour de ce qu'on pourrait qualifier de déséquilibre dans le couple ou de différence, en tout cas, par exemple, entre une personne qui serait en couple, une personne asexuelle qui serait en couple avec quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'hypersexuel. Je sais que ce terme peut être débattu, mais enfin, tout le monde voit de quoi je parle, du coup, donc au moins c'est clair. Ou entre quelqu'un qui voudrait avoir un couple monogame, entre guillemets, traditionnel, et quelqu'un qui serait en couple avec IL, mais qui souhaiterait plutôt un couple ouvert.
quelqu'un qui serait complètement hétéro et l'autre qui serait bi. Comment est-ce qu'on peut aménager peut-être, comment on peut amener ces personnes à consulter justement en dehors d'une période de clash ou de séparation ou de drama ultime en fin de relation? Déjà, je rebondis sur le parallèle que tu as fait, une sorte de linéarité du coup de voilà, la sexualité avec le A privatif et l'hypersexualité qui, lui, qui est justement, comme tu dis, soumis à débat parce qu'il y a la partie clinique où la personne est en souffrance et la partie sociétale où beaucoup de gens stigmatisent les comportements massifs. La réalité, c'est que dans tous les cas, en fait, il s'agit de communication enfin, pour communiquer, il faut d'abord connaître les choses à communiquer. Et moi, j'utilise souvent l'image. Alors, c'est pas celle qui va pousser les gens à aller en cabinet, mais c'est au moins celle qui va peut-être permettre de faire réfléchir un peu. Je dis, la liberté de s'exprimer sur sa sexualité, c'est un peu comme une cage à oiseaux. C'est-à-dire que il y a, c'est une métaphore que je dis souvent, il y a comme une cage à oiseaux, c'est-à-dire que quand la porte est fermée, effectivement, c'est une prison, mais quand la porte est ouverte, c'est un abri. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la sexualité doit forcément être quelque chose qui doit demander un effort, demander une flexibilité, doit demander forcément voilà, de faire des sacrifices, alors que ça doit rester un moment de partage, un moment de communion. Et même dans la sexualité, quand il n'y a pas de sexualité, quand il n'y a rien qui est exprimé physiquement, il y a peut-être des choses qui sont exprimées au niveau du coup de la représentation des choses, au niveau de la beauté des choses, et ça peut rester de la sexualité malgré tout. Donc voilà, c'est s'approprier ses propres goûts, on va dire. Rien à rajouter. On avait bien aussi envie de profiter de ce moment pour parler de polyamour, de parler un peu de libertinage. On s'est dit que ça pourrait être aussi intéressant de voir comment dans les thérapies ça s'illustre. Est-ce que vous voyez depuis tout à l'heure, Pierre, tu parlais que finalement c'est assez récent, déjà le fait de s'ouvrir aux thérapies, le fait d'en parler plus facilement. Est-ce que dans les pratiques aussi, on parlera plus forcément d'orientation sexuelle, mais de pratiques sexuelles, il y a une différence, il y a une demande croissante dans la prise en charge? Alors moi, je vais juste parler. Alors j'ai une vision forcément biaisée parce que c'est ma communauté, donc c'est des personnes qui globalement s'intéressent, s'éduquent, qui s'informent. Moi, j'avais fait et malgré tout, même dans cette communauté-là, j'avais posé une simple question quand on parle d'exclusivité, non-exclusivité. J'avais demandé qui a déjà été dans une relation exclusive. En tout cas, clairement, là, le contrat, le pacte était exclusif et était allé voir ailleurs. Et je crois qu'on était monté à 70%. Ensuite, j'avais demandé qui actuellement dans une relation non exclusive. Je crois que j'avais obtenu, je dis les chiffres de mémoire, mais c'était de l'ordre de 15%. J'avais demandé qui souhaiterait être dans une relation non exclusive. J'avais obtenu 30%. En fait, les chiffres, voilà, ils sont comme ça. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on vient interroger quand on parle de polyamour, on vient également interroger des millénaires de traditions monogames, patriarcales, hétérosexuelles, où le couple, le foyer est vraiment le siège d'une reproduction, de la reproduction, le foyer, et les personnes, globalement, n'étaient pas forcément exclusives de facto. Il y avait de la non-exclusivité, il y en a toujours eu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et on faisait ça sous le manteau, par derrière, en sauvegardant les apparences, en sauvegardant le couple dans le secret. Là, aujourd'hui, ce qu'on vient interroger, c'est plutôt de se demander dans quelle mesure on a envie d'agir de manière éthique. Voilà, c'est juste replacer un peu d'éthique dans la relation. Et donc, ce que le polyamour vient apporter en termes de nouveauté, c'est pas la non-exclusivité. La non-exclusivité n'est absolument pas nouvelle. En fait, on vient juste apporter un peu d'éthique. Et voilà. Et nous, notre rôle, en tout cas en thérapie, en sexothérapie, c'est d'aider ces couples-là, ces personnes-là, ces relations, à mettre de l'éthique en fait dans cette pratique. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, très souvent, les personnes, on doit les réinterroger un peu sur les clauses du couple. Et en fait, ça peut faire peur à énormément de personnes d'aller travailler ça, les clauses du couple, parce que ça peut être un grand chamboulement. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que souvent, au départ du couple, il n'y a pas de clause qui a été définie. Il y a pas de. En fait, on sait que quand on
de manière générale, les personnes qui vont se rencontrer, du coup, vont partir un peu avec leurs petites clauses en tête, et puis des clauses qui sont entendues dans la société. Et c'est vrai, dès l'instant où on va sur les sites de rencontres, peut-être qu'on va plus verbaliser une appétence pour le voyage, pour les activités à l'extérieur, pour tout ce qui va toucher fait d'été épicurien. Et en fait, il y a peut-être des personnes qui justement gagneraient à parler de leur clause dès le début, dire voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien être sur le canapé et d'être avec la personne que j'aime à regarder des séries toute la journée. Sauf que du coup, ça, si ça me fait ça pour des médias, pour des divertissements, ben, ça doit être forcément pareil pour la sexualité, pour le couple en général, la représentation de ce qu'on peut ressentir sans l'avoir contrôlé. Et souvent, bah, quand il y a eu tromperie, c'est souvent le terme qui est utilisé, bah, il y a le côté un petit peu ça ne se reproduira jamais. Et c'est la preuve que du coup la personne n'a pas eu pleinement conscience que bah, si ce genre de choses peut arriver, et il faut en trouver le sens pour réussir à l'accepter, mieux le vivre et définir de nouvelles clauses. Voilà. Et ce qui nous met dedans, ce qui nous fout dedans à chaque fois, c'est également cette phase de passion, voilà, que beaucoup de couples connaissent au début. Voilà, enfin vraiment là. Alors, je ne sais pas si l'amour dure 3 ans, mais la passion, elle peut effectivement durer quelques mois, quelques années. Et en fait, au moment où hormonalement ça va se calmer, au moment où voilà, on va sortir de cette phase, ce tourbillon, en fait, les vraies questions vont se poser. Et les clauses, comme disait Pierre, qui n'ont pas été posées dès le début, en fait, ou en tout cas les fractures, voilà, vont à ce moment-là se révéler. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'on a peut-être passé un certain nombre de temps avec une personne dont les clauses sont très différentes des nôtres. Et là, c'est là que les ennuis commencent. C'est là qu'on intervient. Et voilà. Et quand est-ce que la thérapie s'arrête? Quand est-ce qu'on sait que c'est bon? Parce que là, on parle de comment on y va, comment ça commence, mais quand est-ce que ça s'arrête? En fait, l'objectif, enfin en tout cas en termes de thérapeutique, c'est quand même l'autonomie. Enfin, je veux dire, on n'a aucune vocation à garder les gens captives. C'est vraiment d'autonomiser les personnes en termes de communication. Donc en fait, on va créer un cadre safe où la parole va pouvoir s'exprimer. On va ouvrir la fameuse donc porte de la cage pour que du coup les personnes puissent voilà, s'exprimer et évoluer en toute liberté, voilà, de manière avec beaucoup de beauté. Et une fois que l'autonomie est là, eh bien, généralement, voilà, c'est une séparation qui se fait de manière assez douce, en tout cas pour les couples que j'ai suivis. Après, il faut peut-être le voir comme des troncs de demande. C'est-à-dire dans le sens où la première séance, souvent, est dédiée à définir la demande de la personne qui vient. Et bah, parfois, cette demande peut évoluer. Hein. Ça peut commencer par, voilà, on voudrait du coup venir pour avoir un divorce qui se passe bien. Puis ça évolue, hein, bah, on voudrait communiquer un peu plus, finalement, pour essayer de retenter des choses. Puis après, c'est une nouvelle demande en où bah, on aimerait bien, cette fois-ci, réussir à gérer nos conflits pour pas que ça aille trop vite. Voilà. C'est un ensemble de petites demandes. Et la réalité, c'est que bah, tu parlais d'autonomie, c'est exactement ça. C'est que les personnes sont de plus en plus en recherche d'outils, d'astuces, de petites choses à appliquer. Que ça soit du plus ludique au jeu coca, au plus thérapeutique pur, c'est-à-dire vraiment le modèle de communication non violent, des choses comme ça. Donc en fait, tant qu'on est curieux sur soi, et on n'est jamais assez curieux quand il s'agit de soi, bah, du coup, la thérapie peut continuer, mais changer de forme tout au long du parcours, et aussi de praticien, parce que ça peut changer, différentes approches peuvent nous apporter un aspect plus global. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, à un moment, tu as parlé tout à l'heure de à partir de quel âge les sexualités s'explorent. Et je sais pas pourquoi, il y avait une image qui me revenait hier. Donc hier, on était en atelier le matin avec 250 collégiens, collégiennes, l'après-midi avec 90 lycéens, lycéennes. Et en fait, dans ces ateliers-là, à un moment, on a parlé de masturbation. Voilà, et c'était un sujet hyper intéressant. Et du coup, les questions des enfants, des enfants ados, étaient mais comment on fait pour se masturber? Comment on se masturbe? Et en fait, c'était hyper, je trouve génial de pouvoir leur dire, bah, en fait, eh ben, ça s'explore. Voilà. Et en fait, tout est autorisé. Donc, je leur donnais des clés avec mes peluches que vulve, clito, pénis, testicules. Voilà, je leur parlais de tout. Il y a un moment, on a même, quelqu'un m'a même demandé comment ça fonctionnait la prostate. Enfin, vraiment, bon, voilà. Et du coup, je leur disais, mais en fait, tout ça, ça va s'explorer. Et déjà, vous êtes, vous,
des vrais sexplorateurs, sexploratrices. Et voilà, et en fait, cette curiosité et cette liberté en fait, qu'on peut donner dès le plus jeune âge, en fait, tant que tu le fais dans le respect, la bienveillance, le consentement, tu peux le faire avec toi, tu peux le faire avec autrui, etc. Cette liberté qu'on donne aux ados d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, c'est peut-être aussi une liberté que nous, en tout cas ma génération, on n'a pas forcément eue. Et ça veut aussi dire qu'on a potentiellement des envies ou des explorations qui vont venir sur le tard. Et dans les couples qu'on voit, il y a parfois ces espèces de trucs de je ne l'ai jamais exploré. Et tout d'un coup, voilà, j'ai envie de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait effectivement quand c'est en décalage avec ce que la partenaire a en tête? Je pense au libertinage par exemple, ou au BDSM. On est voilà, c'est intéressant de voir aussi que l'information, la liberté aujourd'hui de pouvoir se projeter et expérimenter, elle va venir à certains moments dans des vies de couple, voilà, chez des personnes qui... alors que chez les jeunes d'aujourd'hui, peut-être qu'il en sera différemment. Oui, et puis justement sur l'exploration de la sexualité, elle commence par soi-même. Donc elle commence par la masturbation, des thèmes que tu as abordés hier, effectivement, avec les collégiens et les lycéens. Et on a senti une espèce de vague de soulagement parcourir la salle, genre, je ne suis pas une perverse obsédée. Et à propos de ça, justement, comment on fait pour normaliser cette pratique et pour détacher toutes les idées négatives, toute la culpabilité héritée de nos sociétés judéo-chrétiennes qui sont liées aux pratiques masturbatoires, que ce soit pour les personnes à pénis ou les personnes à clitoris. Moi, je choisis toujours un petit peu le chemin du comment dire, pour normaliser, peut-être montrer la pluralité des choses. En fait, souvent, quand on dit si on présente un témoignage, ça donnera une vision, et peut-être qu'il suffirait qu'il y ait un petit détail pour que justement la personne ait du mal à se représenter dedans. Donc, en fait, il faut donner plein de témoignages différents, et en fait, on se rend compte de la pluralité. Et peut-être qu'on peut se représenter un petit peu. Ça me fait toujours penser à l'émission à l'époque, du coup, Belle toute nue, où en fait une personne avait une représentation de son corps et on la mettait au milieu d'autres personnes et elle devait se resituer elle-même. Et toujours, cette personne avait une vision biaisée de son corps. Et sa sexualité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que du coup, il y a toujours un petit élément qui fait que du coup, on a une vision biaisée de notre sexualité. On se dit, est-ce que c'est sain, ça? Est-ce que je suis obsédé? Est-ce que je vais aller en prison si je fais des choses comme ça alors que c'est tout seul dans ma chambre? Donc, il y a toutes ces inquiétudes-là. Et ce que j'observe, c'est que en tant que toutes les personnes qui veulent être dans la pédagogie, il faut vraiment essayer de se rappeler que c'est vraiment tous les milieux, toutes les personnes, tous les âges qui peuvent vraiment présenter un manque d'information ou une désinformation. C'est parfois ça le pire. Je l'observais très bien parce qu'une fois j'ai eu une consultation avec une médecin nutritionniste qui avait donc un bac+10 et qui ne s'était jamais masturbée parce qu'elle était persuadée que c'était sale ou alors que ça allait peut-être endommager son corps. Voilà. Donc, et pourtant il s'agissait de quelqu'un qui avait une connaissance du coup de la santé au sens large, donc quelqu'un qui a fait médecine. Donc voilà, ne jamais supposer, encore une fois un peu comme les clauses tout à l'heure, jamais supposer que la sexualité est acquise pour tout le monde. Et juste parfois être soi-même la première vitrine d'une sexualité assumée, ça peut être déjà banaliser finalement toutes les autres sexualités. Voilà. Merci. Alors, moi, je reviens souvent sur l'anatomie, sur la manière la plus scientifique possible de poser les choses. Donc hier, avec les collégiens, collégiennes, quand on a parlé de masturbation, je leur ai juste rappelé qu'en fait, dans tous les mammifères se branlent. Les humains, l'humaine se branle. On a des échographies de bébés en train de se branler. Et donc, il n'y a rien de plus naturel, normal, en fait, pour découvrir son corps et découvrir son plaisir. Donc, voilà. Et donc, qu'on ait un pénis ou un clitoris. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu un frémissement dans la salle. Genre... Et derrière, elles sont venues m'en reparler. Et c'est impressionnant à quel point, le fait d'avoir banalisé complètement ça, en fait. Et dans mon livre, j'ai fait le choix de le faire. Et je pense que c'est un des rares livres à le faire où j'ai complètement. Ensuite, il a fallu trouver les bons mots. Et c'est quand même assez. Ça a été un peu marché sur un fil.
de parler de masturbation infantile. Parce que lier les deux mots, en gros, enfance et plaisir, c'est en France, ou comme dans partout, en fait, une sacrée gymnastique pour dire, en fait, il y a des choses qui sont OK. Voilà. Et donc là, en fait, hier, le fait de l'avoir exprimé comme ça, de manière globale, fait que derrière, en atelier, la discussion a été possible. Et Yael avait plein de questions. Et puis après, voilà, j'étais avec mes peluches anatomiques. Et en fait, donc, il posait des questions. Et si on fait ça? Et si on fait ça? Et par exemple, voilà, bon, bref, tout ça pour dire que tout le monde était hyper soulagé de pouvoir poser ces questions. On a parlé de menstruation et de fierté menstruelle hier. On s'est quand même pas mal concentré en plénière, plutôt sur les personnes à utérus. Et du coup, après, quand on est passé en atelier, les personnes à pénis ont dit... qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une érection, ils ont 13 ans, hein. Quand on a une érection involontaire, etc. En fait, ils n'osaient pas se masturber. Et voilà, pouvoir s'isoler pour le faire. Voilà, et du coup, en fait, j'aurais dit, mais en fait, c'est OK de le faire. Voilà, on a parlé des éjaculations nocturnes et je leur ai dit, mais en fait, il y a la testostérone, elle travaille, mais vous imaginez un hamster en train de courir dans sa cage, en fait, c'est ça la testostérone au moment de l'adolescence. Enfin, je veux dire, il faut faire passer un corps d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Vous voyez toutes les transformations hormonales qui sont nécessaires. Et du coup, vos testicules, ils bossent quoi, pour envoyer de la testo partout dans le corps et tout. Il y a quand même un sacré truc. Et puis du coup, voilà, spermatozoïdes, sperme, blabla, oui, il y a un trop plein. Et donc, soit vous vous masturbez pour évacuer ce que votre corps est en train de produire, et soit le corps l'évacue spontanément, la nature est bien faite, et ça fait des éjaculations nocturnes. Ils étaient là en mode... Merci madame. Vraiment en fait, et pouvoir parler de masturbation de manière aussi simple que ça, et enfin voilà, ça a apaisé tout le monde. Voilà, et puis pareil pour les personnes à clitoris, quand j'ai dit et par exemple, c'est pour ça que ça fait du bien quand on se frotte sur un coussin, sur une peluche ou avec le pommeau de douche. Et pareil, en fait, j'ai senti une espèce de je suis normale, tout va bien. Voilà, ça vient aussi avec une forme de réassurance en fait. Voilà. C'est que ça me fait penser par rapport à hier, là tu parles principalement masturbation, mais il y a eu aussi plusieurs questions concernant les fantasmes. Comment, dans l'exploration, on passe aussi par, à un moment donné, assumer ses fantasmes, et du coup, comment les assumer par rapport à l'autre. Il y a toujours cette crainte de se dire, mais on parle beaucoup, on a un petit peu parlé hier, je dis beaucoup, mais non, on a un petit peu parlé hier de porno. Comment on assume ce qu'on regarde à partir du moment où on est en couple ou autre. On a parlé de couple, mais on peut être aussi en trouble et plus. On n'en a pas trop parlé ce soir, mais c'est possible. Ce soir, faut que j'arrête de dire ce soir. Ce matin. Pardon. Déjà hier. Elle est en décalage horaire, Marie. Ouais, tout le temps. On est où là? Et du coup, c'était assez intéressant aussi. On sentait que c'était pas un problème, mais un vrai questionnement de la part aussi des élèves, et je pense que pas que, de comment on assume ces fantasmes, en fait, comment on en parle. Et je trouve que c'était aussi super chouette de pouvoir en parler avec eux hier. Et peut-être aussi comment on en assume certains et comment d'autres, on les garde comme fantasmes forever. C'est ça. Après, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, mais si j'ai bien fait un constat auprès des... en fait, moi, je me base souvent sur les 5 ans écoulés, on va dire, et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a très souvent une inquiétude quand on parle de pédagogie ou de sexualité au niveau des enfants et des ados, c'est qu'on a peur qu'ils fassent plus, alors qu'en réalité, la plupart du temps, ils font mieux. Et c'est un constat que beaucoup de gens font, et plus il y aura de personnes pour le constater, et plus il y aura de médias comme des séries, des films qui permettent de valoriser ça, parce que tu parlais tout à l'heure de parler de moments de la vie de tous les jours, comme le pommeau, comme le traversin. C'est des choses qui malheureusement n'étaient pas assez montrées dans les médias, qui n'étaient pas banalisées et qui de plus en plus maintenant trouvent sa place. Donc c'est aussi une visibilité, parce que ne serait-ce que par exemple le scénario qu'on voyait beaucoup au cinéma, c'était on va sous la couette, ça gigote de partout, on crie en même temps et on se couche. Donc déjà paye ton infection urinaire parce qu'on n'est pas allé aux toilettes. Et puis voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une banalisation de scénarios tout faits qui sont plutôt fictifs et non pas réalistes. Donc dès l'instant où on rappelle à la réalité, d'un coup il y a quelque chose qui fait, ouais, effectivement, on va faire un peu mieux.
Ouais, alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, je rappelle aux parents qui sont assez frileux sur. Mais du coup, si on leur en parle, ils vont avoir, elles vont avoir envie de faire, de pratiquer. Alors du coup, je leur sors pour le coup les études qui ont été menées sur le sujet, où en réalité, quand on compare des cohortes, eh bien, les personnes qui ont reçu une éducation complète à la sexualité ont des débuts sexuels plus tardifs que les personnes qui n'ont rien reçu. Donc déjà, enfin voilà, c'est pas une seule étude, enfin c'est des dizaines d'études qui convergent. Donc j'apaise les parents en disant effectivement, les gens font pas plus ni plus jeunes. En fait, les gens font globalement mieux et plus tard. Mieux, ça veut dire moins d'IST, moins de grossesse juvénile, moins d'agressions sexuelles. Voilà. Donc ensuite, vous avez le droit de ne pas en parler à votre enfant, juste statistiquement. Voilà, enfin, prenez dans ces cas-là, voilà, prenez également tous les risques qui vont avec. Deuxième chose, sur les représentations, puisque tu en parles, Pierre. Moi, hier, j'ai eu des questions qui en disent long sur ce que les jeunes ont comme représentation. Donc, il faut. On m'a demandé est-ce que c'est normal si la fille ne crie pas. Et alors du coup j'étais là en mode, alors du coup je vais essayer de traduire, reformuler la question et tu vas me dire si c'est ça la question. En gros, c'est toi tu as l'image d'une personne avec un sexe en érection qui pilonne une femme qui est en étoile, les cuisses écartées et elle crie de plaisir. C'est ça que tu as en tête? Oui, ok. Alors ça s'appelle pas de la sexualité. Mais c'est en fait, en tout cas, c'est qu'une. Voilà, mais effectivement, ils ont des têtes. Enfin, déjà, en tout cas, je parle des secondes, premières, terminales qu'il y avait hier. Ils ont déjà une représentation de la sexualité comme ayant, enfin voilà, uniquement pénétrative, avec nécessairement une personne qui crie en fait sa jouissance en pénétration, en étant pilonnée par un chibre de 30 cm qui reste en érection pendant 50 minutes. Et voilà, et bam, allez, vas-y, déconstruis tout ça. Et voilà, et encore. Et du coup, voilà, les représentations, ça commence tôt. Et du coup, nous, on intervient. Et j'étais peut-être on était hier peut-être les premières personnes à leur parler de sexualité si les parents ne l'ont pas fait. Et en fait, se dire, en fait, ça va, ils ont que 15 ans, 16 ans, 17 ans. Sachant que l'âge médian du premier porno en France, c'est l'âge de 12 ans. Quelque part, on n'a que 3 ans, 4 ans, 5 ans de représentation voilà, à déconstruire. Mais en fait, c'est déjà énorme. Enfin, c'est-à-dire, en fait, voilà, et d'où l'importance, effectivement, des représentations différentes, d'où l'importance de l'éducation. Mais c'est vrai que ces représentations-là, elles sont... on voit le poids que ça a dès l'adolescence. Hyper dur d'en sortir. C'est clair. Je suis en train en même temps de regarder le temps. Il est quasi écart, déjà. Et on aimerait bien laisser un petit peu de temps au public. Est-ce qu'on enchaîne direct avec les questions du public ou est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Ouais, on y va. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions honteuses. Quels que soient les thèmes, vous pouvez aussi apporter des témoignages ou voilà, avoir des questions dirigées vers nos deux intervenantes ou vers l'un ou l'une, comme vous le souhaitez. Alors bonjour à tout le monde. Moi, c'est plus pour revenir sur quelque chose. Déjà, merci beaucoup. Moi, je suis sexothérapeute, donc ça me parle beaucoup tout ce que vous dites. Charline, j'aime notamment énormément travailler avec les couples. C'est exceptionnel. Il y a une énergie qui se passe. Je parle trop loin du micro. Et moi, ce que je remarque souvent aussi, c'est on est dans une société où il y a cette notion de rentabilité. Et moi, je souffre un peu dans la consulte du premier rendez-vous. Ok, donc ça va prendre combien de temps? Et ça, c'est quelque chose pour le thérapeute qui est frustrant parce que on n'a pas la clé, on n'a pas la baguette magique, hein, sinon ça se serait. Et voilà, c'est tout ce travail aussi. Donc moi, il y a des fois où parfois je vois des couples qu'une fois et je me dis, j'espère qu'on a pu ouvrir certaines petites choses. Mais voilà, c'est ça aussi en tant que thérapeute, c'est comment pouvoir apaiser cette envie du tout de suite maintenant, alors que, comme vous l'avez très bien dit, la sexualité, c'est un cheminement, c'est un chemin, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, donc c'était plus une remarque, il n'y a pas vraiment de question, mais est-ce que vous le ressentez vous aussi et comment
peut-être vous l'aborder. Merci beaucoup en tout cas. En fait, alors moi j'ai peut-être moins en fait ça parce que je sélectionne. Enfin en fait voilà, je peux pas prendre tout le monde, donc je vais prendre les personnes et je vais leur demander dans un mail en fait de m'exprimer en fait quelles sont leurs intentions thérapeutiques en fait. Et en fait clairement les personnes que je vois sont motivées, qui viennent sont motivés, et aussi il y a cette notion voilà, dont je parlais tout à l'heure, de prendre soin de son couple. Voilà, vraiment, ces personnes-là ont décidé 1 heure par semaine, en fait, d'avoir ce rendez-vous-là avec elles-mêmes, avec leur partenaire, avec moi, comme si on prenait rendez-vous pour aller se faire masser en couple dans un super spa. Et en fait, voilà, y a pas, c'est pas limité dans le temps. Et tant que ça fait du bien au couple, et tant que ça régénère, et tant que ça ouvre voilà, la communication, etc., bah, les personnes vont continuer. Donc je pense que mes patients, patientes, en tout cas, voient plus cela comme un soin, en fait, un cadeau qu'on s'offre à soi-même, qu'on offre à la relation. C'est exactement comme ça que je le présente. D'ailleurs, souvent même, parce qu'il y a des thérapeutes qui du coup, ont tellement de listes d'attente que du coup, ils font payer les rendez-vous annulés. Moi, dans mon cas, souvent, je leur dis, si le moment venu, même 5 minutes avant, vous préférez aller au cinéma pour vous détendre, faire quelque chose pour vous, moi, ça sera thérapeutique dans tous les cas, c'est-à-dire vous faites quelque chose pour vous. Donc oui, je vois cet espace comme un espace où en fait on prend le temps pour soi. Et souvent, si on me renvoie cette notion de temps, de rapidité, je dis voilà, est-ce que justement vous faites pareil du coup dans la vie de tous les jours? Est-ce que tout ce que vous faites chez vous est dans un objectif bien clair, bien défini, bien attente? Et en fait, ça définit aussi un reflet sur le fait que la personne, elle est souvent un petit peu orientée sur l'idée de ne pas forcément écouter son envie immédiate, d'être dans un repos et une réflexion flottante. Et la réalité, c'est que très souvent en consultation, j'invite souvent, parce que je supervise des psychologues qui se lancent en libéral, et ils oublient souvent cette variable-là, les thérapeutes, c'est qu'on offre un espace sécure, bienveillant, de discussion profonde et une écoute active de la personne. Et je pense qu'en soi, c'est déjà une bulle qu'on ne retrouve pas souvent dans la vie de tous les jours, et que souvent même il y a des personnes qui vont déjà bien à partir de la première séance, parce que du coup ils observent ça. Enfin, ils vont évidemment pas tout soigner en une séance, mais l'idée c'est qu'ils remarquent qu'il y a un espace où ça existe, et rien que cet espoir-là, pour moi, il vient un peu diminuer cette notion un peu d'attente, d'objectif, de réussite immédiate, de productivité. Et je pense que c'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on fait dans une attente bien précise d'un objectif rempli. Et le travail de soi, ce qui est bien, c'est d'observer qu'il y a une tangente. Cette tangente est infinie, et je crois que justement, quand on sort un petit peu de cette attente-là, c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de plaisir. Et je finis juste là sur ce point avec l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le nom des 2 personnes qui l'ont découvert. Dunning-Kruger, c'est le fait que moins on en sait sur un domaine, plus on pense tout savoir de ce sujet-là. On pense être expert. Vous l'avez vu, pendant les premiers confinements, tout le monde était devenu virologue. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la sexualité, c'est pareil, c'est très souvent quand on connaît ses propres scénarios et qu'on arrive à certains plaisirs, on arrive à cibler des choses, on pense que ces scénarios-là, tout le monde doit les répéter ainsi, de la même manière, tout ça. Et en fait, quand on explore un petit peu la sexualité, les ouvrages sur le sujet, d'un coup on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas, et là d'un coup on regagne un peu en humilité et même en curiosité d'aller trouver ces choses-là. Et le cadre de la première séance pour moi, c'est un peu créer cet engouement-là, se rendre compte de tout ce qu'on ne sait pas encore et qu'on a envie d'aller creuser. Voilà. Ouais. Complètement d'accord. Il y a d'autres questions ? Bonjour, j'avais une question un peu stupide, mais un terme que j'ai déjà entendu, ou j'ai entendu un peu tout et rien, c'est l'addiction à la pornographie. Est-ce que pour vous ça existe? Est-ce que si oui, c'est un vice? Et est-ce que vous avez déjà eu des personnes en consultation à ce propos? Bonjour. Bon, alors déjà, il n'y a pas de questions stupides, hein, il n'y a que des réponses jugeantes. Donc, non, en fait, alors effectivement, l'addiction en elle-même est quelque chose de cliniquement prouvé, scientifiquement prouvé. C'est un rituel dans lequel on est enfermé, une répétition, c'est un scénario qui se répète, et il peut prendre plein d'objets différents. Ça peut être l'alcool, ça peut être les téléphones, ça peut être la sexualité. Un des premiers critères du coup de cette addiction, c'est que la personne du coup est en perte soit sociale, soit en perte d'estime de soi,
en perte d'émotions positives. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, il y a effectivement une réalité, c'est que l'addiction au porno aujourd'hui, elle existe, mais elle n'est pas forcément celle de l'utilisation massive. C'est pas toujours le cas. L'addiction, c'est le fait d'être vraiment dépendant de cet acte, de cette obligation d'aller parfois même à l'encontre de, bah voilà, imaginons j'ai une soirée ce soir. Oui, c'est mieux. J'ai une soirée et en fait, je m'y refuse d'y aller parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai pas eu encore le temps de regarder mon porno du jour. Et automatiquement, je me retrouve dans une situation où j'ai mis en arrière un besoin qui va être social pour ce besoin-là. Donc, peut-être que je vais perdre en estime de soi, en contact social. Voilà. Donc, c'est une réalité. Et après, pour réussir à démanteler ça, tout simplement, en fait, là je prêche pour ma paroisse, mais il y a les thérapies cognitives comportementales qui aident justement à l'exposition, à la remédiation des pensées sur le sujet pour réussir à se réapproprier un comportement plus volontaire et moins dépendant comme celui-là. Voilà. Mais ça marche pour tous les sujets d'addiction en fait. Voilà. Je sais pas, je vois pas qui c'est, donc je ne sais pas avec les lumières. Donc voilà. Je sais pas si toi tu as l'addiction dans tes suivis. Ah non, non, j'ai pas eu encore des patients avec ça. Par contre, effectivement, il y a des personnes qui me demandent régulièrement est-ce que ça existe vraiment. Ah oui, ça existe vraiment. Ouais. Bonjour. Alors moi, je me rends compte que je suis assez à l'aise pour parler de sexualité avec ma génération, voire la génération les plus jeunes, etc. Mais finalement, je ne suis pas à l'aise pour en parler avec mes parents et encore moins mes grands-parents. Ce qui est bizarre parce que je n'ai pas forcément été élevée dans la religion, etc. Mais on ne se sent pas... voilà, même en ayant une ouverture d'esprit, je me rends compte qu'on a un frein pour parler avec les générations précédentes. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Il n'y a pas d'injonction en fait. Voilà, c'est effectivement des relations qui se sont construites dans la durée avec un certain silence, tabou, omerta, même honte sur le sujet. Et en fait, j'ai envie de dire, on peut aussi apprendre. Alors ensuite, ça dépend si c'est une souffrance pour toi. Voilà, c'est ça. Si c'est pas une souffrance pour toi et c'est juste un constat, accepter de lâcher prise en fait sur le fait qu'il y a des personnes et puis il y a aussi des cercles d'amis avec qui on peut avoir ce genre de discussion et des cercles d'amis avec lesquels c'est plus compliqué. En fait, voilà, on n'a pas le même degré d'intimité, voilà, on n'a pas forcément la même envie de partage et c'est juste ok en fait. Et puis je pense que c'est aussi corrélé à une inquiétude d'expliquer quelque chose ou d'apporter de l'information à des personnes qui sont censées avoir plus d'expérience personnelle, plus de vécu. La fameuse phrase « tu vas apprendre à ta mère à faire des gosses », voilà, cette phrase-là, elle est représentative de justement le fait de se dire est-ce qu'une personne plus âgée, qui a peut-être eu plus de partenaires, est-ce que je peux lui apporter des informations qu'elle n'a pas en fait, souvent moi j'utilise l'image, c'est que si je vous présente une personne qui a eu plus de 60 000 partenaires dans sa vie, mais qu'une seule nuit. Est-ce que vous pensez que cette personne a plus d'expérience que cette personne qui a réussi à avoir 6 relations de 6 ans, par exemple C'est pour montrer un comparatif que justement, des fois, on se retient de donner de l'information, de la pédagogie à des personnes qui auraient apparemment plus d'expérience personnelle, sauf que du coup la sexualité n'est pas qu'une thématique d'expérience personnelle. C'est comme si on parlait d'un sujet d'actualité, d'une information sur un pays qui est très loin de la France. On apporte une information, on s'en saisit ou non, mais souvent il y a cette inquiétude de voilà, ce sujet-là, je ne peux rien apprendre aux générations d'avant, alors que c'est plus souvent l'inverse. Et est-ce que justement, on est pas mal à l'aise avec les générations d'avant parce qu'elles-mêmes n'ont jamais appris à parler de ces thématiques et qu'elles ne nous en ont jamais parlé? Mais après, c'est le principe d'un sujet tabou, c'est que souvent on me dit pourquoi la sexualité, on commence seulement à savoir des choses. Et en fait, c'est faux. Le clitoris, par exemple, on en avait une très claire représentation il y a des siècles et des siècles. C'est juste que ça a été enfoui par un système d'oppression pour essayer de contrôler de contrôler un maximum l'information, l'accès à l'information. Donc c'est que depuis 2017 que c'est dans les ouvrages des SVT, mais c'est une réalité. Le sexe, comme beaucoup d'autres plaisirs au fil des siècles, a été un objet d'oppression. Et quand on parle de sexualité aux anciennes générations, on leur présente aussi peut-être un sujet qui peut
peut leur révéler beaucoup de complexité et en plus leur révéler aussi, excuse-moi, leur révéler aussi que il y a une forme de déni qui s'est provoquée pendant toutes ces années et que là on leur apporte cette information-là. Ça peut être aussi très violent de dire ah bon, toi tu n'as pas fait ça dans ta jeunesse, tu n'as pas fait ça dans ta vie actuelle. Ah bon, voilà. Et même si on n'y va pas avec cette attitude, ça provoque quelque chose qui peut faire mal. Voilà. Et un dernier sujet aussi, et ça c'est vraiment, enfin en tout cas j'en parle dans le livre, moi je dis souvent que l'éducation à la sexualité, alors là je parle en particulier des enfants et des ados, c'est préserver deux intimités, celle du parent et celle de l'enfant. Et les gens me disent mais du coup comment on peut parler de sexualité si on ne parle pas de son expérience personnelle? Et effectivement c'est là où je dis en fait c'est totalement possible. Et effectivement il faut aussi avoir un minimum pris le temps de déconstruire, pris le temps de s'informer pour être capable de faire le distinguo entre sa propre sexualité, son vécu, ses expériences personnelles, d'informations beaucoup plus générales, beaucoup plus scientifiques, sociologiques, psychologiques, qui peuvent concerner tout un chacun, chacune. Et donc, en fait, ce travail-là, les générations d'avant, en fait, se disent, bah non, la sexualité, cela relève de l'intime, par exemple, et ont énormément de mal à sortir de cette représentation comme quelque chose, nécessairement impudique, car nécessairement personnel. C'est vrai que du coup les gens confondent pudeur et tabou en fait. On peut casser un tabou sans avoir montré un manque de pudeur. Et je pense que les comptes Instagram comme le tien le montrent. C'est-à-dire que tu montres énormément de choses diverses sur les sexualités, mais en attendant, on a très peu de connaissances finalement sur ta manière de voir les choses et tout ça. Et c'est pas pour autant qu'on se sent détaché de l'information. Au contraire, on a presque l'impression que plutôt que se représenter ou de choisir quelqu'un comme comparatif, on a plutôt un modèle de représentation visuelle, essayer de voir comment on peut s'approprier les sujets. Donc le tabou et la pudeur, c'est pour ça que quand tu as dit impudique, c'est exactement ça. Ouais. On va peut-être prendre une dernière question puisque le temps file. Bonjour, donc moi je suis juste maman de 2 jeunes adultes. Et quand on a un peu loupé le coche à 13, 15 ou 17 ans, et qu'ils ont maintenant 25 et qu'ils sont en couple, et qu'on s'interroge sur leur épanouissement sexuel, comment est-ce qu'on aborde encore ce sujet-là, à cet âge-là, en mettant la pudeur de côté, parce qu'au titre de la pudeur, justement, moi ça m'agace. Donc voilà, est-ce que j'ai déjà essayé, hein, mais il y a des sujets qu'on arrive à aborder, mais voilà, sans être intrusive. Est-ce qu'à 25 ans, on peut encore poser la question à ses enfants? Bravo, super, c'est très très bon. Évidemment, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais parler de ces sujets-là, en fait, souvent, c'est la manière dont on arrive en tant qu'interlocuteur qui va définir un petit peu comment ça va être reçu. Je vous donne un exemple qui est extérieur à la sexualité. J'ai un étudiant qui passe son oral et pendant l'oral, il commence à avoir la gorge toute serrée comme ça et puis il parle plus. Du coup, nous, on commence à se dire, il sait pas gérer le stress, c'est dommage. Et en fait, la même situation, et s'il commence à dire, excusez-moi, je vais boire un peu, je suis un peu stressé, on va tous se dire, waouh, il sait gérer son stress. Alors qu'en fait, il a la même sensation. La seule différence, c'est qu'il a donné une stratégie et montré tout de suite qu'il savait s'en saisir. Si on arrive effectivement avec une inquiétude, si on arrive déjà dans une attitude d'être désolé, finalement, d'aborder ce sujet, souvent, ça va créer finalement un malaise aussi de l'autre côté. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir un support dans lequel on se sent aussi à l'aise. Ça peut être l'écrit, ça peut être le jeu, ça peut être de regarder un programme ensemble et puis en fait rebondir sur ce qui se passe. En tout cas, être sur un terrain où on se sent déjà à l'aise, nous, c'est le meilleur moyen pour que notre interlocuteur le soit aussi. Donc évidemment, si on sent qu'on va être plus à l'aise de le dire entre le fromage et le dessert, c'est le bon moment, allons-y. Mais en tout cas, voilà, choisir le bon lieu, pour moi, c'est la priorité. Après, la bonne manière, ça vient au feeling. C'est difficile d'avoir un mode d'emploi particulier. Ça dépend tellement des personnalités en présence. Mais voilà, mais comme on parlerait de n'importe quel sujet qui est lié au plaisir. Et après, moi, je trouve qu'une bonne porte d'entrée, souvent, c'est la question du consentement. C'est tout bête, mais simplement dire, voilà, est-ce que tu te sens libre de faire ce que tu veux, de communiquer ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est déjà une bonne porte d'entrée pour après voir si la personne se saisit de l'intimité. Voilà. Je sais pas, je vois pas. Voilà, je vais rebondir sur la question du consentement et du cadre, c'est-à-dire si, vraiment de manière brute,
voilà, l'intrusivité, je pense, c'est sans doute pas une bonne option, mais simplement dire peut-être à vos enfants, voilà, vous savez, j'espère que vous êtes heureux, épanouis, voilà, que tout se passe bien pour vous, et sachez que si un jour vous avez envie d'en parler, je suis là pour vous, et je ferai le maximum pour que ce soit un espace safe et que notre conversation voilà, soit... Voilà, en tout cas, je suis à votre écoute, et je serai... Voilà, juste être là et montrer qu'on est là, c'est déjà génial, en fait. C'est vrai qu'en plus, dans ce que tu viens de dire, il y a le côté positif. J'espère que vous êtes heureux. C'est vrai que parfois, quand on pose des questions, on va plutôt poser des questions avec une valence négative. Plutôt, j'espère qu'il ne se passe pas ça, j'espère que tu ne souffres pas de ça. Ça peut être intéressant de ne pas mettre ses propres représentations dans les questions et de rester plutôt sur un versant d'espoir, de positif. Et peut-être que justement, ce sera plus facile pour la personne de elle-même couper court à cet élan positif pour dire pas toujours, ou oui, effectivement. Enfin, voilà. Plutôt que d'avoir tout de suite à répondre non, c'est tout va bien. Enfin, voilà. En plus, on a un réflexe en France, c'est quand on dit ça va, oui, ça va, alors qu'on a une jambe qui vient de tomber par terre, mais tout va bien. Voilà. Donc effectivement, voilà, être sur une valence plutôt positive, ça peut aussi appeler à ce que la personne puisse prendre position plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous d'être venus assister à cette conférence. Merci de vos questions super intéressantes et pertinentes et effectivement jamais stupides. Je crois que je vais noter ta phrase, Pierre, pour m'en resservir. Merci beaucoup à Charline et Pierre d'avoir participé et avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. On est très heureuse de vous avoir reçus. Yeah, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Finalement, si nombreuses, c'est chouette. Dès le matin, on sait qu'un samedi matin, c'est pas le jour, mais il y a du monde, c'est cool. Enfin, pour Marie, c'est le soir déjà, mais... Ouais, rappelons-le. Merci à vous, c'était super intéressant. Et petit aparté, dans une demi-heure, donc à midi, ici même, se tient la deuxième conférence sur la contraception. Voilà, petite option comme ça. Et je rappelle aussi que dans un quart d'heure, Charline dédicace son livre un peu plus loin et que vous avez les seuls exemplaires disponibles en France. Merci.